va commencer cette matinée. Bienvenue à toutes et à tous. Excusez cette tenue estivale. Je vois qu'il y a un nœud papillon quand même. Il y a au moins un courageux. Moi, j'ai pas eu ce courage. Donc, bienvenue ici. Je crois que la chaleur a retenu un certain nombre des personnes qui avaient prévu de venir. C'est pas grave. Et donc, nous sommes ensemble pour ce dernier petit déjeuner de la saison, de l'année scolaire, de l'année maçonnique, appelez ça comme vous voulez, avec Jean-Laurent Turbet. Donc, nous avons fini le mois dernier avec le frère franciscain Benoît Dubigeon, le cycle sur la liberté de conscience et les religions. Et nous faisons un petit pas de côté, mais un tout petit, avec la liberté de conscience et l'irreligion. Je suis très heureux d'accueillir Jean-Laurent Turbet pour cette dernière session de ces petits déjeuners en jeu et perspective, à l'occasion de la sortie de son dernier opus, l'initiation, une promesse pour les jeunes générations, aux éditions Le Compas dans l'œil. J'en avais un exemplaire là, mais il est parti. C'est Gilou qui l'a. Voilà, donc comme vous l'avez vu en entrant, le livre est disponible à la vente grâce à notre partenaire, la librairie Au Bonheur des Livres, qui est rue des Dames et qui vient nous accompagner à chaque conférence publique. Et Jean-Laurent se fera un plaisir, peut-être, de vous le dédicacer. Il y en a qui ont eu l'habileté de se faire dédicacer avant. Comme ça, ils ne savent pas ce que Jean-Laurent va dire. Et puis, nous avons, grâce à la notoriété mondiale de Jean-Laurent, une rediffusion en direct et en quasi-direct sur l'immense chaîne de radio, Radio Delta, avec notre ami Gilles Solière qui officie à cette fin. Voilà, donc comme d'habitude, pour ceux qui viennent de temps en temps ici, un exposé d'une demi-heure maximum de Jean-Laurent, après des échanges, et puis après vous pourrez reprendre un café et des croissants si vous en avez envie. Alors, sans plus attendre, Jean-Laurent, à toi. Merci Dominique. Merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement pour être ici ce matin. Mais faites comme chez vous, cher Dominique, parce que vous êtes chez vous. Merci à Dominique Closet de m'avoir invité ce matin. Alors c'est vrai que c'est un jour un peu particulier pour ceux qui ne sauraient peut-être pas encore que quand on fait un sacrifice, on fait du sacré. Nous sommes le jour de l'Aïd el-Adha. Donc voilà, nos amis musulmans font du sacré et du sacrifice aujourd'hui. Parler aujourd'hui d'initiation peut sembler, au premier abord, paradoxal, parce que nous vivons dans un monde qui n'a jamais autant parlé de formation, d'information, de certification, de compétences, de développement personnel, de compétences professionnelles, de performance, de coaching et de réussite individuelle, et qui pourtant semble avoir presque entièrement oublié ce que signifie réellement transformer un être humain. Nous savons instruire, informer, connecter, distraire, orienter, classer, évaluer, mais savons-nous encore faire grandir ? Savons-nous encore conduire un homme ou une femme d'un état de dispersion vers un état de présence, d'un état de confusion vers un état de clarté, d'un état d'individualisme anxieux vers une conscience plus haute que soi, des autres, du monde et du sacré. Cette question n'est pas secondaire, elle est peut-être même l'une des plus graves de notre temps, car notre civilisation possède une puissance technique inouïe, mais elle semble souvent hésiter sur sa finalité même. Elle sait fabriquer des machines extraordinaires, mais elle peine à former des consciences. Elle produit des experts en grand nombre, bref, je vous laisse regarder les chaînes info, mais plus difficilement des êtres intérieurement construits.
Elle développe l'information à une vitesse vertigineuse, mais elle laisse l'homme ou la femme seul face à l'immense question du sens. Le grand métaphysicien René Guénon, 1886-1951, écrivait dans La crise du monde moderne que la civilisation moderne apparaît dans l'histoire comme une véritable anomalie. Ah bon, une anomalie. Cette anomalie, nous la vivons quotidiennement, comme si l'accumulation des connaissances extérieures ne suffisait plus à répondre à l'extrême pauvreté intérieure qui gagne les consciences modernes. L'initiation commence précisément là où l'information s'arrête. Elle commence au moment où l'on comprend que savoir beaucoup de choses ne suffit pas à devenir quelqu'un. Elle commence lorsque l'homme découvre que la connaissance véritable ne consiste pas seulement à accumuler les notions, et encore bien moins les biens et les richesses, mais à être transformé par ce que l'on comprend. Elle commence lorsque le savoir cesse d'être un capital intellectuel ou financier pour devenir une lumière intérieure. Cette distinction est fondamentale car il existe une différence immense entre connaître des idées et être intérieurement transformé par elles. On peut lire des bibliothèques entières, si tant est qu'on lise encore des bibliothèques entières aujourd'hui, sans jamais quitter véritablement la périphérie de soi-même. On peut parler admirablement du spirituel sans jamais avoir entrepris le moindre voyage intérieur. Alors, chez nous, en franc-maçonnerie, on dit « j'ai des noms », mais la fraternité nous interdit de les dire. On peut disserter sur le symbolisme, les rites, les traditions, les mystères, et demeurer pourtant étranger à cette lente alchimie intérieure qui constitue le cœur de toute démarche initiatique. C'est là que l'initiation redevient non pas une survivance archaïque, non pas un luxe réservé à quelques nostalgiques du sacré et du passé, mais une urgence spirituelle, anthropologique et humaine. Car ce qui manque le plus à notre époque n'est peut-être pas l'intelligence, quoique lorsqu'on regarde nos dirigeants, 3 petits points, mais l'intériorité. Ça, c'est sûr qu'ils n'en ont aucune. Le monde moderne a développé les puissances de l'avoir, l'argent, le pouvoir, et il a laissé s'affaiblir les exigences de l'être. Il a multiplié les moyens, il a souvent oublié les fins. Il a exalté l'individu, il a fragilisé la personne. Il a donné à l'homme un pouvoir immense sur la matière, mais il ne lui a pas appris à gouverner ses propres passions, ses peurs, ses désirs contradictoires et cette agitation permanente qui finit par le disperser intérieurement. L'initiation commence lorsque l'homme cesse de vivre uniquement tourné vers l'extérieur, vers le bruit, vers la dispersion, vers la succession infinie des sollicitations du monde profane et qu'il accepte de descendre en lui-même. Dans cette région silencieuse où les grandes questions réapparaissent avec une force presque oubliée. Qui suis-je réellement ? Pourquoi suis-je ici ? Que signifie vivre ? Qu'est-ce qu'une existence accomplie ? Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que le sacré ? L'initiation nous invite à passer de l'avoir et du paraître à l'être. Car l'initiation n'est pas une curiosité exotique. Elle n'est pas un mot décoratif que l'on poserait sur une cérémonie un peu mystérieuse. Elle n'est pas davantage une fuite hors du monde, une rêverie ou un refuge pour les âmes inquiètes. L'initiation est l'une des structures les plus anciennes, les plus profondes et les plus universelles de l'humanité. Elle désigne ce passage par lequel un être quitte un état ancien pour naître à une condition nouvelle. Elle est seuil, épreuve, mort symbolique, renaissance, transmission, reconnaissance, transformation. Après une véritable initiation, l'existence ne peut plus être regardée exactement de la même manière. Le réel cesse d'être plat. Le visible redevient transparent à l'invisible. L'initiation traverse toutes les civilisations humaines. Partout où l'homme a voulu dépasser la simple survie biologique, partout où il a pressenti qu'il existait dans l'existence humaine une dimension supérieure, partout où il a tenté de donner un sens à la vie et à la mort, au temps, au destin, au cosmos et à la présence mystérieuse du sacré,
Il a créé, reçu, conservé ou transmis des rites de passage, des épreuves, des symboles et des voies de transformation intérieure. Alors qu'est-ce que l'initiation ? L'initiation est d'abord un passage, mais tous les passages ne sont pas initiatiques. Il y a des passages administratifs, sociaux, professionnels, biologiques. On passe un examen, nous sommes bientôt en juin, c'est la période, on change de métier, etc. Mais l'initiation se situe à un tout autre niveau. Elle ne modifie pas seulement une situation extérieure, elle vise à la transformation intérieure. Et cette distinction est absolument fondamentale, car notre époque a tendance à réduire toute évolution humaine à une progression extérieure, davantage de compétences, davantage de diplômes, davantage de réussite, davantage de reconnaissance sociale, et surtout, dans notre monde, davantage d'argent. Or, l'initiation ne demande pas d'abord « qu'as-tu acquis ?» Elle demande « qu'es-tu devenu ?» Toute la différence est là. On peut accumuler les expériences sans jamais réellement se transformer. À l'inverse, certains êtres, parfois très simples extérieurement, possèdent une profondeur, une stabilité, une lumière intérieure qui révèle qu'ils ont traversé quelque chose. Dès comme ça, il y en a plein, nos loges maçonniques. Comme si une lente maturation invisible avait fait d'eux des hommes différents. L'initiation appartient précisément à cet ordre-là. D'ailleurs, mes chers amis, avez-vous vu jamais un vrai maître spirituel imposé sur les grandes fortunes ? Être initié, ce n'est pas seulement apprendre quelque chose que l'on ignorait, c'est devenir capable de voir autrement, c'est recevoir une orientation nouvelle, c'est entrer dans un ordre de sens où les gestes, les paroles, les silences, les symboles et les épreuves ne sont plus des éléments séparés, mais les signes d'une transformation possible de l'être. C'est pourquoi toutes les grandes traditions initiatiques ont toujours accordé une importance immense au symbole. Le symbole n'est pas une décoration intellectuelle destinée à embellir un discours spirituel. Il est un langage, il est même, pourrait-on dire, le langage naturel de l'initiation. Oswald Wirth nous le dit, je cite, « Le symbole ne s'adresse pas seulement à l'intelligence, il parle à l'âme. » L'initiation suppose surtout 3 éléments fondamentaux. Elle suppose d'abord une rupture. Il faut quitter quelque chose, il faut accepter de ne plus être exactement celui qu'on était ou celle qu'on était. C'est pourquoi toutes les grandes traditions initiatiques connaissent, sous des formes diverses, le thème de la séparation. Séparation du monde ordinaire, retrait, silence, obscurité, dépouillement, abandon des métaux, entrée dans une grotte, dans une forêt, dans un désert, dans un temple, dans une crypte, dans un cabinet de réflexion. L'être humain doit consentir à sortir de ses habitudes pour que quelque chose de nouveau puisse naître en lui. L'initiation suppose ensuite une épreuve. L'initiation n'est pas simplement une déclaration d'intention. Elle ne se contente pas de dire « désormais tu es autre », elle fait traverser. Elle est un mouvement, elle oblige à éprouver, parfois dans le trouble, parfois dans la nuit, parfois dans l'incompréhension, ce que l'intelligence seule ne peut pas encore posséder. Carl Gustav Jung écrit « On ne parvient pas à la lumière par l'imagination de la lumière, mais en rendant consciente l'obscurité ». C'est pourquoi les grandes traditions initiatiques comportent presque toujours une symbolique de mort et de renaissance. Osiris est démembré avant d'être reconstitué. Orphée descend aux enfers. Le Christ traverse la passion avant la résurrection. L'alchimiste entre dans l'œuvre au noir avant d'espérer l'œuvre au rouge. Le maître maçon rencontre Hiram dans la mort avant de le retrouver dans le relèvement. Et enfin, l'initiation suppose une transmission. Nul ne s'initie soi-même. On peut se cultiver seul, lire, écrire, méditer seul, réfléchir seul, mais l'initiation véritable suppose un rattachement, une chaîne, une filiation, une tradition, une organisation, ici la Grande Loge de France, un rite, ici à la Grande Loge de France, le rite écossais ancien et accepté, un collège vivant. Sans transmission, il n'y a pas d'initiation, mais seulement une expérience subjective, bricolage symbolique ou mise en scène de soi.
Cette idée est probablement l'une des plus difficiles à comprendre pour l'homme moderne, parce que notre époque valorise avant tout l'individu autonome, autosuffisant, voire très suffisant, autoconstruit, voire autodidacte. Or, l'initiation affirme exactement l'inverse. L'homme reçoit avant de transmettre. Il devient héritier avant de devenir passeur. Alors, maintenant, venons-en brièvement à ce que l'initiation n'est pas. Ce n'est pas une simple instruction. On peut être très instruit et rester profane au sens spirituel du terme. On peut avoir lu les livres sur le sacré sans avoir franchi le moindre seuil intérieur. Mais l'initiation ne consiste pas à remplir sa mémoire, elle consiste à transformer l'être. L'initiation n'est pas non plus une morale ordinaire. Elle peut produire une amélioration morale, bien sûr. Elle doit même y conduire, car être plus conscient doit devenir normalement plus juste, plus fraternel, plus responsable. Or, elle vise plus haut, non seulement rendre l'homme meilleur, mais l'orienter vers une réalité supérieure, vers une verticalisation de l'être. L'initiation n'est pas davantage de la magie. Elle n'est pas non plus le mysticisme, du moins au sens strict où René Guénon, par exemple, distingue la voie mystique et la voie initiatique. La mystique reçoit, l'initié travaille. René Guénon nous disait « Le mysticisme est quelque chose d'exclusivement passif. L'initiation implique essentiellement une activité. L'initiation suppose, elle, un travail conscient sur soi-même. Enfin, l'initiation n'est pas une appartenance mondaine. Elle ne consiste pas à porter un titre, un décor, un tablier, un cordon en ce qui nous concerne, à fréquenter des personnes choisies, à entrer dans une société fermée ou à se prévaloir d'un statut. Là encore, il faut être clair. Tout ce qui transforme l'initiation en distinction sociale la trahit. Nous ne sommes ni un Rotary, ni un Lions Club, ni un cercle réservé à une élite fortunée. Il existe une tentation permanente de transformer les structures initiatiques en structures de reconnaissance mondaine, de prestige symbolique ou de valorisation narcissique. Or, l'initiation authentique fait exactement l'inverse. Elle travaille au dépouillement progressif de l'ego. Elle n'est pas un supplément de vanité, elle est un dépouillement de la vanité. Je vais aller brièvement sur la structure universelle de l'initiation, c'est-à-dire la séparation, la liminalité, et la réintégration. Parce que l'humanité entière, partout, et depuis la nuit des temps, avait intuitivement compris qu'aucune transformation profonde ne pouvait avoir lieu sans rupture, sans traversée, sans renaissance. La séparation est d'abord un arrachement. Elle signifie, tu ne peux pas entrer dans le nouveau monde avec tous les bagages de l'ancien. Car l'être humain s'attache naturellement à son ancienne identité. Il aime ses habitudes, ses sécurités psychologiques, ses représentations familières du monde et de lui-même. L'initiation commence précisément lorsque ces certitudes commencent à se fissurer. C'est pourquoi toutes les traditions utilisent symboliquement des images d'éloignement, d'isolement et d'exil. On l'a vu, les déserts des prophètes, la forêt obscure de Dante, la grotte initiatique, la montagne sacrée, le monastère, la cellule, la nuit du soufi, l'errance du chevalier, la retraite du chaman. Après la séparation, il y a un entre-deux qu'on appelle la liminalité. C'est le moment le plus mystérieux. L'être n'est plus ce qu'il était, mais il n'est pas encore ce qu'il deviendra. Il est au seuil, il est dans la nuit, il est dans l'espace symbolique du labyrinthe, du désert, du ventre de la terre, de la tombe, de la caverne, de la matrice. Cet entre-deux peut être inconfortable car il suspend les repères ordinaires, mais il est fécond, car c'est dans cette obscurité que l'ancien se défait et que le nouveau se prépare. Cette phase liminale est probablement au cœur de tout secret et de toute initiation. C'est le moment où les anciennes structures intérieures commencent à se dissoudre sans que les nouvelles soient encore stabilisées. Notre époque veut supprimer l'attente,
l'incertitude, le silence, la lenteur, la maturation intérieure. Elle veut des réponses immédiates, des identités instantanées, des certitudes rapides. L'initiation enseigne exactement l'inverse. Elle réhabilite le temps long de la transformation intérieure. Troisième point, la réintégration et le retour. Mais ce retour n'est pas un simple retour au point de départ. L'initié revient dans le monde, mais il ne devrait plus le voir exactement de la même manière. Il reçoit parfois un nom, un vêtement, une fonction, une place nouvelle. Surtout, il reçoit une responsabilité, car toute initiation véritable engage. Le véritable initié revient dans le monde, mais avec un regard transformé. Après l'initiation, le monde extérieur demeure peut-être identique, mais la conscience qui le contemple n'est plus la même. Car après la mort symbolique vient la renaissance, et c'est ce que nous allons voir en détail. Au cœur de toute initiation se tient le mystère de la mort symbolique. Il ne s'agit évidemment pas de la mort biologique. Il s'agit d'une expérience symbolique par laquelle l'être accepte que certaines limitations tombent, que certaines illusions meurent, que certaines certitudes se dissolvent. Tout nous pousse à consolider ce que nous croyons être. Or, l'initiation commence précisément au moment où l'être humain découvre que cette identité qu'il défend avec tant d'énergie n'est souvent qu'une construction fragile, un assemblage de conditionnements, d'habitudes, de peurs. L'initiation engage une véritable métamorphose intérieure. Cette mort est celle de l'ego profane, des certitudes, des illusions et de l'identité fabriquée. Elle ouvre l'accès à une conscience plus large, à un ordre du sens plus élevé. La mort initiatique est donc une pédagogie du dépouillement. Elle nous dit « tu ne peux pas recevoir la lumière si tu refuses de reconnaître tes ténèbres. Tu ne peux pas devenir libre si tu restes prisonnier de l'image que tu veux donner de toi-même. » Toutes les traditions l'ont comprise. Et ce qui frappe lorsqu'on contemple toutes ces traditions, c'est la permanence d'une même intuition fondamentale. Aucune renaissance spirituelle n'est possible sans une mort symbolique préalable. Partout revient cette idée que l'homme ancien doit être dépassé afin que puisse apparaître un homme nouveau. Mircea Eliade nous disait que toute initiation répète symboliquement la création du monde, mais toute création suppose d'abord un retour au chaos primordial. Cette mort symbolique est peut-être plus nécessaire que jamais à notre époque, car notre monde nous apprend surtout à construire des identités sociales, numériques, professionnelles, médiatiques, idéologiques, politiques. Nous sommes sommés d'être visibles, performants, réactifs, séduisants, immédiatement lisibles. Nous devons constamment produire une image de nous-mêmes. Or, l'initiation propose exactement l'inverse. Entrer dans l'invisible, consentir au silence, descendre en soi-même, accepter de ne pas tout maîtriser, mourir à l'apparence pour commencer à naître à la présence. L'initiation propose à l'homme d'aujourd'hui ou à la femme d'aujourd'hui, je ne le répéterai pas à chaque fois, mais quand je dis homme, c'est homme et femme, exactement l'inverse. Il propose une expérience radicalement différente. Quitter progressivement le théâtre des apparences pour retrouver une intériorité véritable. Et ça, c'est pas facile du tout. Je vais assez brièvement vous parler justement de cette initiation à travers les âges et les continents. Car dans toutes les sociétés initiatiques, les rites de passage marquent souvent l'entrée dans l'âge adulte. Alors, dans les sociétés traditionnelles, c'était relativement simple pour savoir quand une petite fille devenait une femme. C'est simple, à la première menstruation. Cet acte magique fait que la petite fille devient une femme. Mais pour un garçon, quand est-ce que le petit garçon devient un homme ? Quand est-ce que le petit garçon devient un guerrier ? Quand vous êtes un jeune Apache, un jeune, je ne sais pas, tibétain, un jeune au Moyen-Âge.
Parce que c'est pas seulement un changement social, c'est une reconnaissance cosmique. L'individu apprend qu'il appartient à une lignée, à une communauté, à un ordre du monde. Il découvre qu'il n'est pas un être isolé, mais une partie d'un ensemble plus vaste que lui-même. Cette idée est extrêmement importante aujourd'hui, car notre civilisation moderne tient au contraire à produire des individus déracinés, séparés de toute continuité symbolique et historique. Dans le chamanisme, par exemple, l'initiation prend fréquemment la forme d'une crise. Le futur chaman est appelé par la maladie, le rêve, la solitude, la vision ou la rupture intérieure. Il traverse des mondes, il descend dans les profondeurs. Dans l'Égypte ancienne, les mystères sont liés au grand cycle de mort et de renaissance, à Osiris, au Nil, à la lumière solaire, au voyage de l'âme. Tout y parle d'un ordre sacré où l'homme doit se rendre conforme à Math, c'est-à-dire à la justice, à l'équilibre et à la vérité cosmique. Dans la Grèce antique, les mystères d'Éleusis rappellent la descente de Perséphone et son retour, le cycle de la terre, la douleur de Déméter et la promesse d'une renaissance. Les mystères orphiques et dionysiaques, ils sont sympas les mystères dionysiaques, introduisent l'idée d'une âme appelée à se purifier. C'est mon côté parfois un peu rabelaisien qui sort. À se purifier et à retrouver son origine divine. Quant à la philosophie elle-même, chez Pythagore ou chez Platon, elle conserve une profonde dimension initiatique. Philosopher, ce n'est pas simplement raisonner, ça signifie apprendre à mourir au monde des apparences pour orienter l'âme vers la lumière intelligible. Platon écrit dans le Phédon, « Philosopher, c'est apprendre à mourir ». En Inde, l'initiation est inséparable de la transmission. Le disciple reçoit d'un maître un mantra, une méthode, une discipline et une orientation extérieure. Dans le bouddhisme, l'initiation prend des formes multiples selon les écoles. Le Bouddha lui-même n'est pas seulement un sage moral, il est celui qui s'éveille. Dans le taoïsme, l'initiation apparaît comme un retour à l'origine. L'homme ne cherche pas à dominer le monde, il apprend à s'accorder au Tao, c'est-à-dire aux principes profonds qui ordonnent l'univers. Dans le judaïsme, la Kabbale développe une lecture infinie de la Torah, où les lettres, les nombres, les noms divins et l'arbre des séphirotes deviennent les supports d'une ascension intérieure. Dans le christianisme, les sacrements, la mystique, la vie monastique et la théologie de la déification expriment l'idée que l'homme est appelé à participer à une vie plus haute que la simple existence biologique. Dans l'islam, enfin, comme je le disais, nous sommes le jour de l'Aïd el-Ahada, le soufisme transmet de maître à disciple une voie de purification du cœur, le dhikr et de présence de Dieu où la connaissance devient réalisation intérieure. Ainsi, malgré la diversité des formes, des rites et des langages, une même intuition traverse les siècles et les continents. L'homme n'est pas achevé par sa naissance biologique. Il porte en lui-même une possibilité supérieure. Il doit être travaillé, orienté, rectifié et transformé. C'est cette intuition universelle que la franc-maçonnerie recueille à son tour et transmet sous sa propre forme symbolique. Pourquoi parler aujourd'hui d'initiation aux jeunes générations ? Parce que notre époque traverse une crise d'une profondeur exceptionnelle, quoique toutes les générations traversent parfois des crises exceptionnelles. Mon père, qui était né en 1918, a eu le malheur de perdre un bras parce que une rafale de mitraillettes en juin 1940 l'a atteint, et ensuite il avait 2 belles cicatrices ici et là parce que nos amis miliciens et nazis ont eu la bonne idée de lui tirer 2 balles dans la tête. Mais vous voyez, il s'en est sorti, la preuve, je suis là. La modernité a multiplié les moyens et affaibli les fins. Elle a donné à l'homme une puissance technique immense, sans lui donner une sagesse correspondante. Elle a développé l'information sans garantir la formation intérieure. Elle a exalté l'individu sans lui apprendre à devenir une personne. René Guénon écrivait déjà dans La crise du monde moderne, « Le monde moderne souffre d'une véritable dissolution intellectuelle. La jeunesse contemporaine n'est pas superficielle par nature, contrairement à ce que j'entends parfois. Elle est souvent blessée, inquiète.
saturée, parfois désabusée, mais elle cherche du sens. Et Carl Gustav Jung écrivait déjà que l'homme moderne ne souffre pas tant d'un manque de croyance que d'un manque de sens. La jeunesse cherche une parole qui ne soit pas publicitaire. Alors il y a une phrase pour moi qui résume tout ce que peut être la contre-initiation contemporaine. C'est la fameuse phrase de ce publicitaire qui nous dit que si à 50 ans tu n'as pas de Rolex, c'est quand même que tu as raté un peu ta vie. Pauvre et triste sire. Une transmission qui ne soit pas autoritaire, une fraternité qui ne soit pas seulement émotion collective, une spiritualité qui ne soit pas une manipulation. Beaucoup de jeunes sentent confusément que le monde proposé ne suffit pas. Le consumérisme ne suffit pas. Le cynisme ne suffit pas. La visibilité numérique ne suffit pas. Il manque une verticalité, une connexion aux principes. Et c'est justement là que l'initiation peut redevenir une promesse. Non pas une promesse de confort, de facilité ou de supériorité, mais une promesse de profondeur, une promesse de construction intérieure, une promesse d'exigence et de liberté véritable. L'initiation rappelle à l'homme qu'il peut encore se construire intérieurement, qu'il n'est pas condamné à vivre uniquement dans la dispersion et la réaction permanente. Et peut-être que nous allons venir plus rapidement que prévu, peut-être, parce que j'ai écrit des pages, mais je les donnerai à Dominique pour que vous puissiez en avoir connaissance. Mais nous sommes ici dans un temple maçonnique, et donc je vais parler quand même un tout petit peu de franc-maçonnerie, de rite écossais ancien accepté et de Grande Loge de France. La franc-maçonnerie n'est pas un club, ni une association philanthropique, ni un cercle de réflexion ou un réseau social. Elle peut comporter des dimensions fraternelles, évidemment, ou culturelles, ou intellectuelles, mais son essence est initiatique. Tout du moins dans une obédience traditionnelle et spirituelle, comme la Grande Loge de France, où vous êtes ce matin. La Constitution de notre Grande Loge de France le rappelle, dès le commencement, dès son article 1, la franc-maçonnerie est un ordre initiatique, traditionnel et universel, fondé sur la fraternité. Ordre, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un rassemblement informe de copains, mais d'une structure orientée, organisée, porteuse d'une méthode et d'une architecture symbolique. Initiatique, cela signifie que son but n'est pas seulement de réunir des hommes de bonne volonté, mais de les conduire par le rite et les symboles à une transformation intérieure. Traditionnelle, cela signifie qu'elle reçoit et transmet une mémoire symbolique qui la dépasse. Nous pouvons parler de tradition primordiale. Universelle enfin, car cela signifie qu'elle s'adresse à ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, au-delà des appartenances particulières. La loge maçonnique n'est pas simplement une salle banale, elle est un espace symbolique ordonné. Elle représente le cosmos, elle est orientée, rythmée, éclairée, elle est habitée par des symboles, vous en voyez partout ici. Et ces symboles ne sont pas simplement des décorations, mais des instruments de connaissance. La pierre brute, l'équerre, le compas, le maillet, la règle, le niveau, les colonnes ou la voûte étoilée constituent une véritable pédagogie silencieuse. Oswald Wirth nous disait que le symbole ne s'impose pas, il suggère. Le symbole ne donne pas un sens fermé et définitif, il ouvre un espace de méditation intérieure. Il respecte la liberté de conscience parce qu'il n'épuise jamais totalement sa signification. La franc-maçonnerie initiatique ne cherche pas à produire des hommes parfaits, à part moi, je veux dire. Pardon. Elle cherche à mettre des hommes en chemin. Elle rappelle que l'être humain est une pierre à dégrossir. Elle enseigne la patience, l'écoute, le travail sur soi-même et la fraternité vécue comme une expérience intérieure. Il faut comprendre que dans une loge maçonnique de la Grande Loge de France, nous ne sommes plus dans le monde profane, mais dans un espace sacré où règne une loi. C'est pour cela qu'il y a un volume de la loi sacrée. Alors à la Grande Loge de France, c'est la Bible ouverte au prologue de l'évangile de Jean, et c'est la loi qui est sacrée.
c'est pas le volume. Et sans le volume de la loi sacrée, pas de sacré. C'est QFD. Nous avons laissé nos métaux à la porte du temple. Nous travaillons à la gloire du grand architecte de l'univers. Et lorsque nous disons que nous ne sommes plus dans le monde profane, ça veut dire que nous ne sommes plus dans le monde profane. Parce que parfois on nous dit, vous dites des trucs, mais c'est symbolique. Alors souvent, quand on dit c'est symbolique, ça veut dire on s'en fout. C'est ça. Ouais, il y a une phrase, mais ça c'est symbolique. Pour moi, c'est exactement l'inverse. Ce qui est symbolique, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas ce dont on se fout. Et donc, lorsque nous disons que nous ne sommes plus dans le monde profane, ça veut dire que nous ne sommes plus régis par les lois contingentes et changeantes des hommes. C'est pourquoi, dans une loge maçonnique de la Grande Loge de France, nous pouvons absolument tout dire. Nous pensons que la liberté de penser, c'est bien, mais la liberté absolue d'expression, c'est encore mieux. Car dans la recherche constante de la vérité et de la justice, là encore, je cite un de nos textes fondateurs, même l'article 1 de notre Constitution, toujours. Car dans la recherche constante de la vérité et de la justice, le franc-maçon ne s'assigne aucune limite et n'admet aucune contrainte. Notons également que le concept de séparation du temporel et du spirituel, ce que l'on peut appeler parfois le principe de laïcité, est également absent dans nos loges. En effet, le vénérable maître, le président de la loge, détient en même temps entre ses mains le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle. Mais je suis prêt ensuite à répondre à un certain nombre de vos questions là-dessus. Le rite écossais ancien accepté possède une force particulière parce qu'il offre une architecture initiatique d'une ampleur exceptionnelle. Il ne juxtapose pas simplement des degrés, il propose une véritable pédagogie symbolique accompagnant l'être humain dans une longue traversée intérieure. Aux 3 premiers degrés, tout commence par le chantier intérieur. L'apprenti travaille sur la pierre brute, il apprend le silence, l'écoute et la patience. Ah oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, ou qui viennent pour la première fois et qui écoutent, dans une loge maçonnique, quand on est apprenti, c'est pas comme dans le monde profane. C'est pas quand on connaît rien, on l'ouvre d'autant plus qu'on ne connaît rien. Chez nous, quand on ne connaît rien, on la ferme et on écoute. C'est le petit 1 du grand 1, du machin, du tout ce que vous voulez. Le compagnon, ensuite, se met en route. Il voyage, il découvre les arts, les sciences, il va découvrir d'autres loges. Il commence à parler, lui, parce qu'il n'est plus apprenti, le compagnon. Et enfin, le maître rencontre le grand mystère de la mort symbolique. Il comprend que la véritable maîtrise ne consiste pas à dominer, mais à être relevé verticalement. Les degrés ultérieurs du rite approfondissent cette expérience. Ils explorent la justice, la réparation, la chevalerie spirituelle, la sagesse, le rapport entre ordre et chaos, entre liberté et responsabilité. La célèbre devise « Ordo ab chaos », que vous voyez là-bas, prend ici toute sa profondeur. Elle ne signifie pas seulement qu'un ordre extérieur succède au désordre. Il signifie que l'initié doit apprendre à ordonner son chaos intérieur, ses peurs, ses contradictions, ses illusions, ses passions. Le rite écossais ancien et accepté travaille à la gloire du grand architecte de l'univers. Cette formule n'impose pas une confession particulière, elle ouvre un espace spirituel vertical. Elle rappelle que le travail maçonnique ne se réduit pas à une simple sociabilité horizontale. Elle affirme qu'il existe un principe supérieur vers lequel l'homme peut orienter sa conscience. Alors pourquoi cette voix peut parler aux jeunes générations, d'après moi ? On pourrait croire que tout cela est trop ancien pour les jeunes générations. Eh bien moi je crois exactement l'inverse. Ce qui est justement vieux vieillit, mais ce qui est traditionnel demeure jeune parce qu'il touche aux structures permanentes de l'être humain. Les jeunes générations ont besoin de rites. Elles en inventent d'ailleurs constamment, parfois maladroitement à travers les réseaux sociaux, les communautés numériques, les jeux en ligne, les jeux de rôle, l'heroic fantasy, la science-fiction ou certaines appartenances culturelles. Mais beaucoup de ces rites restent fragiles, horizontaux et sans profondeur durable.
Ils donnent parfois un sentiment d'appartenance, et c'est pas mal. Ils produisent rarement une véritable transformation intérieure. Les jeunes générations ont besoin de transmission, non pas de discours moralisateurs, mais d'hommes et de femmes capables de dire « j'ai reçu quelque chose et je te le transmets à mon tour ». Elles ont besoin de silence dans un monde saturé de bruit. Le silence de l'apprenti n'est pas une humiliation, il est une pédagogie de l'écoute et de la maturation. Elles ont besoin de symboles. Le symbole permet d'échapper à la brutalité du littéralisme comme à la sécheresse de l'abstraction. Il donne à penser, à méditer, à relier. Il ouvre un espace de liberté intérieure. Elles ont besoin, nos jeunes générations aussi, d'une fraternité exigeante, structurée et durable. Une fraternité qui ne soit pas fusionnelle, mais fondée sur la reconnaissance mutuelle. Une fraternité capable de traverser et de transcender les différences d'âge, d'origine, de profession ou d'opinion, ce qui est quand même excessivement rare aujourd'hui. Et une fraternité qui produit du différent et non pas du semblable, comme le font les algorithmes. En franc-maçonnerie, on ne se sert pas de Waze qui nous dit où et comment on doit y aller. On prend une carte, une boussole, et l'on se fait son chemin soi-même, quitte à se tromper, ou encore mieux, à se perdre, pour mieux se retrouver. Alors pourquoi l'initiation est-elle une promesse pour les jeunes générations ? Parce qu'elle leur dit que la vie humaine peut être plus qu'une succession d'expériences dispersées, plus qu'une course à l'argent, à la richesse et au pouvoir. Parce qu'elle leur rappelle que l'homme n'est pas condamné à rester prisonnier de ses déterminismes, de ses blessures et de ses conditionnements. Parce qu'elle affirme que la liberté véritable ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à devenir capable de vouloir ce qui élève. L'initiation n'est pas un refuge contre le monde. L'initié ne fuit pas la cité, il y revient autrement. Il ne méprise pas, mais surtout, il ne méprise pas son époque. Il tente d'y faire vivre une existence intérieure et une exigence intérieure. L'initié ne se croit pas supérieur. Il sait qu'il a davantage de devoirs que les autres. D'ailleurs, un ancien grand maître de la Grande Loge de France disait avec force, il s'appelait Henri Tornouguès, c'était un prof de philo, que nous ne sommes pas un ordre uniquement contemplatif. L'initiation dit aussi que la tradition n'est pas une prison du passé, mais une mémoire vivante, orientée vers l'avenir. Elle rappelle que le sacré n'est pas mort. Il attend seulement d'être reconnu à nouveau. Elle affirme que le symbole peut encore parler, que le rite peut encore transformer, que la fraternité peut encore construire et que la lumière peut encore être cherchée. Dans un monde obsédé par l'efficacité immédiate, l'initiation rappelle alors quelque chose de profondément révolutionnaire. L'homme n'est pas une machine à produire. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur, on parle toujours de ça, mais est-ce que vous vous rendez compte que dans nos sociétés, dans nos entreprises, on parle, et on est fier, de parler de ressources humaines, directeur des ressources humaines, comme si l'humain était une ressource, comme le pétrole, le charbon, le fer, l'acier. Mais quelle horreur! Et on est fier d'être directeur des ressources humaines de l'entreprise. Mais enfin, l'humain, c'est pas une ressource. C'est tout, sauf une ressource. L'initié est une conscience appelée à se construire. Et cette construction intérieure demeure peut-être aujourd'hui l'une des dernières formes possibles de résistance spirituelle face à la dispersion contemporaine. La Grande Loge de France, par sa fidélité au rite écossais ancien accepté, par son attachement au grand architecte de l'univers, par son exigence symbolique et rituelique, et à sa tradition fraternelle, peut offrir à notre temps une réponse précieuse. Non pas une idéologie supplémentaire, mais une voie. Une voie pour les hommes et les femmes qui sont en recherche. Une voie pour des consciences qui refusent la superficialité. Une voie pour les jeunes générations qui ne veulent plus simplement réussir leur vie, mais réussir à devenir vivants. Car au fond,
L'initiation ne promet pas le confort, elle ne promet pas la facilité, elle ne promet pas une certitude immédiate, elle promet un chemin. Et dans un monde qui a souvent perdu le sens du chemin, c'est déjà immense. Elle promet une lumière, non pas une lumière possédée, mais une lumière cherchée, reçue et transmise. Elle promet une transformation silencieuse, profonde et patiente. Elle promet enfin ceci, que l'homme n'est pas achevé, qu'il peut encore se relever, se construire et se consacrer à plus grand que lui-même. Et cette promesse, mesdames, messieurs, mes très chères sœurs, mes très chers frères, elle n'est pas simplement une idée, elle est peut-être l'une des dernières grandes espérances offertes à la jeunesse de notre temps. Merci de votre attention. J'ai presque tenu les temps, Dominique. Presque, c'est formidable. Non, mais Jean-Laurent avait cette maladresse pour un auteur de vouloir lire l'intégralité de son livre. Mais s'il avait lu l'intégralité de son livre, vous n'aviez plus aucune raison de l'acheter. Alors c'était de lutter contre cette maladresse que je lui suggérais d'être un peu plus concis que ce qu'il a écrit. Voilà, mais merci. Alors, initier, ça veut aussi dire tout bêtement commencer. Hein, donc, on va initier les questions avec la première, s'il y en a. Ça peut être également des commentaires. Vous faisiez un salut? Non, vous demandiez la parole. Merci. Déjà, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et j'avais juste une question, quand vous avez parlé d'épreuves, je voulais savoir pourquoi pour vous l'initiation, ça peut être une épreuve du coup, pour nous en général, quoi. Enfin pour les jeunes en tout cas. Alors, je me suis mal exprimé si je vous ai laissé entendre ça. C'est pas l'initiation qui est une épreuve, mais c'est que dans le phénomène initiatique, il y a forcément des épreuves, c'est-à-dire des passages. Chez nous, en franc-maçonnerie, le jour où vous êtes initié, je ne vais pas tout vous dire, parce que c'est un jour où vous êtes initié, mais il y a un certain nombre d'épreuves, pas simplement intellectuelles, mais de vraies épreuves. Alors, c'est pas comme dans le Bouiti, hein, où vous ne faites pas marcher sur des braises chaudes, vous n'avez pas flagellé avec des orties ou des choses comme ça, mais enfin, vous avez un certain nombre d'épreuves, et c'est bien qu'il y ait des épreuves. Parce que dans la vie, vous aurez des épreuves, hein. Enfin, je ne vais pas vous... Mais c'est la vie, ça. Donc, oui, dans l'initiation, dans le phénomène initiatique, à chaque fois que vous passerez des degrés, eh bien, vous aurez des épreuves. La première épreuve de la vie, c'est déjà quand vous poussez le premier cri, quand l'air rentre dans les poumons, et que ça fait mal. Ça fait mal, la vie, hein. Dès que l'air rentre dans les poumons. Mais après, il faut faire en sorte que, mis à part ça, que la vie ne fasse pas trop mal quand même. Néanmoins, madame, plusieurs d'entre nous ont été initiés ici et sont toujours vivants, preuve que les épreuves sont surmontables. Merci Jean-Laurent. Alors j'ai lu le livre en entier, la conférence n'est pas le même contenu, hein, mais elle le complète. Tu parles d'initiation, de monde moderne qui ne l'est plus ou qui s'initie en allant faire la queue devant Smart pour acheter la dernière Smart, je ne sais plus, pas Swatch, pardon, avec une autre marque, et on fait une queue de 200 mètres pour ça. C'est symptomatique de la modernité. Alors quelle est l'offre aujourd'hui ? Moi, quand j'étais jeune, alors, je ne suis pas obligé d'afficher une religion, c'est pas le but, mais l'initiation, c'était les communions, les confirmations, etc. Et on l'était quasiment tous. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est quasiment vide de ce côté-là. La franc-maçonnerie, on est combien, 200 000 à peine ? Ouais, on va dire 200 000, c'est mieux. C'est très peu par rapport à tous les habitants de ce pays. Donc, c'est quoi l'offre, j'allais dire l'offre produit pour te provoquer un peu. Merci. Moi déjà, je pense pas, parce que bon, je suis comme beaucoup, j'ai des enfants qui ont 30 et 33 ans. J'ai depuis peu des petits-enfants, moi, je ne crois pas que les jeunes se foutent de tout,
soient pas intéressés. Enfin, parfois, il y a une description, les vieux font une description de la jeunesse un peu catastrophique. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je crois que justement, face à un monde ubérisé, marchandisé, où règne en effet le pognon, toutes ces valeurs totalement mercantiles, je crois qu'il y a une grande partie des jeunes qui sont en quête d'autre chose, de sens. Alors ça se traduit moins en effet comme quand nous on était jeunes ou comme nos aînés étaient jeunes dans des mouvements politiques, quoique. Ça existe toujours et il y a toujours un engagement politique. Ça se voit moins en effet dans l'engagement religieux, quoique on sent aussi dans le monde catholique, mais chez les protestants aussi. Moi, je suis protestant, vous savez, mais dans l'islam, il y a aussi cette quête de sens. Et des jeunes reviennent à la religion. Et je pense que voilà, on a un chemin de sens à proposer aux jeunes, et que ça correspond vraiment à une sensibilité des jeunes d'aujourd'hui. Et je ne crois pas que les jeunes, moi, soient monolithiques. On peut faire une quête de sens, on peut chercher du sens à sa vie, et je ne sais pas quoi, moi. Regarder, être un fan du PSG et lire Jung. Parce que moi, il y a plein de jeunes qui, justement, moi, ce qui me marque le plus quand je vois nos jeunes générations, c'est qu'ils sont capables d'écouter les infos, d'envoyer un truc, et c'est pas forcément de la dispersion. C'est que ils sont capables, peut-être plus que nous, d'être multiples. Et nous, la voie maçonnique, mais peut-être d'autres, moi, vous êtes ici à la Grande Loge de France, donc je m'exprime plus pour la franc-maçonnerie, mais une quête justement de cette multiplicité de l'être, de produire un sens commun à cette multiplicité, et d'avoir une certaine verticalité, une certaine hauteur. Alors certains l'appelleront Dieu, le grand architecte, le Big Bang, ce que vous voulez. Vous faites comme avec qui vous êtes. Et puis nous, on apprend aussi que vous allez changer dans la vie, et ça va être super. Moi, il y a une phrase qui m'irrite, vous savez, des fois, parce que ça m'arrive aussi, de regarder des conneries, là, vous savez, les anges, la télé-réalité, je sais pas quoi, là, quand on zappe dessus. Et il y a toujours une phrase qui revient, c'est « Ah, surtout, change pas !» Bah si, justement, dans la vie, change. Moi, si on me disait « T'es le même », bah mince alors, je suis rentré en franc-maçonnerie en 1992, on est en 2026 et j'aurais pas changé. Bah mince alors, ça aurait servi à rien, tout ça. Mais si, vous allez changer d'opinion sur les gens, sur les choses. Et c'est vrai que parfois, on dit telle personnalité publique ou tel chanteur, on va retrouver un tweet ou une connerie qu'il a racontée à 16 ans, il y a 15 ans. Vous avez vu, il a dit il y a 15 ans. Bah oui, il a changé. Et c'est bien. Il a plus la même idée. Eh ben c'est bien. Ou c'est pas bien, d'ailleurs. Mais oui, on doit changer. Et c'est un peu ça qu'on va vous apprendre, qu'on vous propose comme chemin pour les jeunes. Et puis de penser par vous-même et d'être libre. C'est bien d'être libre. Bonjour et merci. Merci d'abord de cette très belle planche. Merci. Et alors, elle a résonné R-E, pas R-A-I, bien qu'il y avait beaucoup de raisons aussi, mais la résonance. Et elle a résonné sur quoi ? D'abord, vous avez mentionné l'ego. L'ego, pas au sens d'orgueil qu'on utilise d'habitude en français, mais au sens d'identification, quelle qu'elle soit. Je suis ci, je suis ça, je suis là, je suis pas ci, je suis pas ça. Et ensuite, vous avez mentionné aussi une certaine mort de l'ego profane. Donc la mort aux identifications, aux illusions de qui je crois être, à la personnalité à laquelle je me suis identifié. Et là, ce que je vois, c'est le début de l'initiation. Et par exemple, en Grande Loge de France, je ne sais pas, mais peut-être que ça favorise un état qui peut
amené à ça. Et ensuite, vous avez parlé de mysticisme et de chemin initiatique. Et le mysticisme, une voie passive, mais qui reçoit. Mais est-ce que le chemin initiatique ne reçoit pas au début aussi? Et donc, une sorte de mysticisme qui vient faire prendre conscience du fait que je ne suis pas mon ego, je ne suis pas l'ego, je ne suis pas le je suis autre chose. Donc, je réalise que je ne suis pas qui je suis. À partir de ce moment-là, commence le chemin. Et là, le chemin initiatique devient très bon et très, très nécessaire, parce que ça nous permet, du coup, de nous purifier. Vous avez mentionné aussi purifier, de se purifier. Mais vous avez dit aussi le fait de construire, de se construire. Alors, qui se construit? Si je ne suis pas le je, vous avez parlé de conscience, donc conscientiser. Donc, est-ce que le chemin initiatique n'est pas une prise de conscience de qui je ne suis pas, qui est transcendantale? À partir de ce moment-là, commence le travail, parce qu'on n'est plus dans l'ombre. Maintenant, on conscientise. Et du coup, ce ne serait pas vraiment une construction, mais plutôt une purification de tout ce qui fait obstacle à la lumière. Voilà, merci. Merci. Alors, je vais vous taquiner un peu. Parce que j'ai créé une loge qui s'appelle Albert Lantoine, je vais vous dire pourquoi après. Je vais vous taquiner un peu. J'ai dit la même chose que vous, c'est vrai, vous l'avez repris, mais plus simplement que vous. Et comme disait Albert Lantoine, c'est une de ses phrases que j'aime beaucoup, il disait « La franc-maçonnerie, c'est pas compliqué. Si c'est compliqué, c'est plus de la franc-maçonnerie. » C'est pour vous taquiner. Bien sûr, Guénon oppose mysticisme et voie initiatique. Non pas en disant il ne faut pas recevoir quelque chose d'en haut. Il dit simplement si vous restez dans le mystique, il ne dit pas il ne faut pas le mystique. Il dit si vous restez dans le mysticisme, vous restez dans une attitude passive de réception. Donc c'est un peu ce que disait Henri Tornougès, nous ne sommes pas uniquement un ordre contemplatif. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un ordre contemplatif, qu'il ne faut pas de contemplation, de méditation, etc. Mais on n'est pas que ça. Et sur ce dont vous avez parlé sur le soi, vous savez, les Romains, ils avaient souvent dans leurs mots des choses qu'on a oubliées. Et c'est normal, ils appelaient la façon dont on se présente, mais on est tous comme ça. On donne tous une image de nous-mêmes. Moi, en sage chinois, vous voyez, ce que je veux dire, c'est fait exprès, j'ai mis l'habit fait le moine, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a ce qu'ils appelaient un sénum. Le sénum, c'est comme vous êtes un acteur, on est tous des acteurs dans notre vie. On veut tous se présenter d'une certaine façon aux autres. Et donc, les Romains appelaient d'ailleurs ça, tout à fait logiquement, le sénum. C'est-à-dire quand vous êtes sur scène. Vous êtes sur scène, vous êtes un acteur de théâtre, comme dans notre vie, on est un acteur, et on se présente. C'est ce qu'il y a en lumière. Parce que, vous voyez, j'en prends plein la tête, d'ailleurs, il y a deux là. C'est quand vous êtes en lumière, vous êtes sur scène, vous vous présentez et vous dites ce que vous êtes. Ça, c'est le sénum. Ce qui est en lumière, la façon dont on veut se présenter. Mais il y a autre chose, et qui a donné un autre mot. C'est ce qui est caché. C'est ce qui n'est pas dans la lumière. C'est ce qui n'est pas sur scène. Et le mot sénum, c'est ce qui est en lumière, mais il y a un autre mot qui a donné le latin. Ce qui est en lumière, c'est le sénum, mais ce qui est dans l'ombre, derrière, c'est l'obs sénum. Et l'un, le sénum, a donné la scène, et l'autre a donné l'obscène. Parce que peut-être ce que l'on cache, ce qu'on ne veut pas mettre en lumière, il y a peut-être justement des zones d'ombre qu'on va apprendre, nous, à aller chercher et à dépasser. Bonjour mon très cher frère. Une petite anecdote et une question. La petite anecdote, c'est que, en réponse aux propos que tu as tenus, tu as dit nous recevons quelque chose et dans la transformation qui est la nôtre, le chemin initiatique, on se trouve à un moment à devoir le retransmettre.
J'ai été initié il y a un certain temps et je pense que je suis depuis quelques années maintenant rentré dans l'idée qu'il me faut transmettre, ou en tout cas que tout ça a pris du sens. Et la petite anecdote, c'est qu'un jour, je me suis dévoilé à une jeune fille qui se trouvait être assise à côté de moi alors qu'elle était encore très très jeune, puisqu'elle avait moins de 18 ans. Et elle m'a fait le plus beau cadeau qui soit, c'est que 2 ans plus tard, elle me dit « J'aimerais bien que l'on reparle de franc-maçonnerie, tous les deux ». Donc on s'est retrouvés à déjeuner et nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour t'écouter. Ce qui m'amène à ma question, c'est... On parle dans notre démarche initiatique souvent de la mort du vieil homme. Comment on peut parler de la mort du vieil homme à quelqu'un qui a 20 ans? Est-ce qu'il y a un âge pour engager une démarche initiatique? Parce qu'on se retrouve dans nos loges à avoir souvent des gens qui opposent le fait de dire 20 ans, c'est jeune. C'est très jeune, c'est trop jeune. Qu'est-ce que tu en penses? Je calculais sur mes doigts. Moi, j'ai été initié à 27 ans. Moi, je crois pas qu'il y ait d'âge. Je crois qu'il faut accepter, dans nos sociétés initiatiques, la façon dont les jeunes vivent le monde moderne. Il n'y a pas d'âge, il y a une envie. Ou ils ont envie, ou ils n'ont pas envie. On peut avoir l'envie à 20 ans, on connaît. Et puis, oui, ce qu'il faut accepter, c'est qu'avant, quand vous étiez... vous étiez à Nevers. Vous avez 27 ans et vous êtes employé de mairie à Nevers, dans la Nièvre, en 1920. Vous allez pouvoir être assidu à votre loge, hein, parce que dès votre initiation jusqu'à votre mort 50 ans plus tard ou 60 ans plus tard, vous allez être employé de mairie à Nevers, puis après retraité à Nevers, et donc vous allez pouvoir être assidu. Les jeunes, maintenant, parfois ils bougent, ils se marient ou ils se marient pas. Vous avez des femmes qui se retrouvent ou des sœurs qui se retrouvent mères célibataires, etc. Donc il faut accepter qu'il y ait des moments où c'est possible de suivre le chemin, des moments où on s'arrête, des moments où on reprend. Voilà, il faut que nous, on s'adapte. Non pas qu'on change la tradition elle ne change pas, mais qu'on s'adapte au fait que oui, une sœur peut dire mon mari s'est barré ou mon compagnon m'a laissé seul avec mon fils. Pendant 3-4 ans, ça va être dur. Peut-être je pourrais pas payer, peut-être je pourrais pas venir, peut-être je vais m'éloigner. C'est pas grave, on reste en contact, on t'accompagne. Et puis quand tu peux revenir, tu reviens. Voilà, c'est ça. Moi, je crois pas qu'il y ait trop jeune, trop jeune ou trop vieux. On a essayé des fois de faire des statistiques. Au bout de 5 ans, ceux qui quittent la franc-maçonnerie, ils sont jeunes, ils sont vieux, ils sont tout ce qu'on veut. C'est pas ça en tous les cas qui est le critère pour faire partir. Je crois qu'il faut juste adapter nos institutions, parce que la Grande Loge de France c'est une institution, à la réalité du monde moderne. Parce qu'en fait, on est les deux. Enfin, pardon, je vous dirai ça après sur une autre chose. Parce que je sens que Dominique... Ouais. Oui, les demandes de prise de parole. Je voulais souligner, parce que c'est moi qui les dispatche, qu'on reçoit des candidatures spontanées sur le site internet de la Grande Loge de France et sur la région parisienne, sur l'Île-de-France. On a 4 ou 5 demandes par semaine d'étudiants qui ont 20, 21, 22 ans. Alors pour beaucoup de nos membres, c'est très jeune, mais Lafayette a été initié, il devait avoir 17 ou 18 ans, on n'a pas la date exacte. Chevalier de Ramsay à 19, Pierre Brossolette à 20. Bon, voilà. Faut pas le dire, Madame de Lafayette s'est mariée à 12 ans et demi. Alors maintenant, ça paraît un peu bizarre. Alors, merci pour cet exposé. Alors, j'aurais une question à poser parce que j'ai eu le bonheur de parrainer un certain nombre de personnes dans la maçonnerie depuis 21 ans que j'y suis. Et plus récemment, j'ai un phénomène auquel je suis confronté, ce sont des jeunes qui s'adressent à moi et qui se posent des questions.
Alors, peut-être pour tous nos amis qui sont ici, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur 2 défis que les jeunes imaginent avoir à affronter par rapport à la franc-maçonnerie? C'est à la fois quid du réseau, puisqu'on vit une société où même aujourd'hui, pour trouver un job, etc., il y a la question du réseau qui se pose. Donc, comment la franc-maçonnerie permet de répondre à cette préoccupation-là? Et puis, il y a une deuxième préoccupation, c'est la crainte de la perte de leur liberté. Voilà. Et puis, peut-être, une troisième aspect, c'est qu'est-ce qui ferait qu'on choisit une obédience plutôt qu'une autre, j'ai dit. Merci. Alors déjà, c'est vrai que les jeunes qui s'intéressent à la franc-maçonnerie, ils ont déjà beaucoup de courage et d'abnégation, parce qu'il faut déjà qu'ils passent tous les murs sur les réseaux sociaux où on est des satanistes, des pédophiles, alors parfois des islamistes, parfois des sionistes, parfois on est tout et le contraire de tout, mais en tous les cas, on n'est pas bien. Voilà, c'est ce qu'on peut en retirer. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on peut nous leur proposer, c'est ça, par rapport à tout ça? Alors, un réseau. Alors oui, la franc-maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la fraternité. Donc, en effet, chez nous, la fraternité, c'est le socle, c'est les fondations, quoi, sur lequel tout est bâti. Mais c'est une fraternité initiatique. Mais je vais en décevoir beaucoup. Si vous venez à la Grande Loge de France pour chercher un boulot, un avancement, un truc comme ça, le plus simple, c'est de ne pas venir. Parce que, je vous le dis tout de suite, vous ne le trouverez pas. Donc, on va éviter. Peut-être que dans d'autres obédiences, s'il coupait la caméra et si Gilles n'enregistrait pas, je vous dirais un truc, mais je ne vous le dirai pas. Je vous le dirai après. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, il y a une réelle fraternité. Bien sûr qu'on ne laisse pas tomber un frère, je sais pas quoi, moi, qui est au chômage, qui a un deuil. Si un frère décède, il y a sa femme, il y a des enfants, etc. On va pouvoir essayer moralement, psychologiquement et même matériellement. Parfois, il y a des associations pour ça, pour aider les frères. Mais on aide comme on peut aider. Quand il y a un tremblement de terre en Haïti, on a envoyé des choses. Voilà, ils sont pas francs-maçons, mais c'est pas grave. On aide quand même, parce que c'est la fraternité. Il y a la fraternité maçonnique et la fraternité universelle. Voilà, mais c'est pas... Oui, il y a eu des cas, ou même plus grave que ça, plus que du copinage. La loge, je sais plus comment elle s'appelle, la Hathanor, ou je sais pas quoi, où des types ont fait des contrats pour aller en zigouiller un autre, etc. etc. Bon. Ça peut arriver, la preuve, ça arrive. Mais c'est comme les fourmis volantes, c'est pas la majorité du genre. Et puis, quand on les trouve, on les exclut. Tout de suite. Alors, quand je dis ça, c'est pas si vous n'avez pas payé l'amende pour votre parc-mètre ou pour le péage de l'autoroute, ça on s'en fout. Enfin, c'est pas ça. Mais ou votre URSSAF, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est grave dans le monde profane, mais c'est pas grave pour nous. Mais il y a des choses, oui, l'intégrité humaine. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on est intraitable. Chez nous, on vire les voyous. Ceux qui tabassent leurs femmes, leurs enfants, parce que ça peut arriver. Bah là, vous serez viré tout de suite. Il n'y a pas de fraternité, qui joue, quoi. Voilà, mais mis à part ça, il faut pas dire c'est une fraternité humaine. Il y a 200 000 francs-maçons. Faut pas dire c'est tous des 12 agneaux. C'est pas vrai. Il y en a qui sont rentrés en franc-maçonnerie pour faire du réseautage. En général, on arrive à les repérer et à les virer. Nous arrivons à les connaître et nous leur demandons fraternellement de bien vouloir aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Je peux le dire initiatiquement comme ça, c'est plus présentable à la caméra. Voilà, mais donc oui, mais la fraternité, c'est pas le sénum, c'est pas l'obscénum, quoi. Enfin, la fraternité, c'est pas le gangstérisme. Il y avait une autre question à laquelle j'ai pas répondu. Ah oui, une des premières devises maçonniques qu'on a, mais depuis c'est une des premières questions, qu'est-ce qu'un franc-maçon ?
La question est qu'est-ce qu'un franc-maçon? C'est un homme libre et de bonne mœurs. C'est vraisemblablement une des premières questions-réponses qu'on connaît depuis les origines les plus lointaines des textes maçonniques. Bien sûr qu'on veut des hommes libres et des femmes libres. Alors de bonne mœurs, ça veut juste dire qu'ils sont, en adéquation avec la société de leur temps. Bon, voilà, un homme libre et de bonne mœurs. Mais la liberté, c'est fondamental chez nous. Je vous l'ai dit, non seulement la liberté de penser, parce qu'on dit toujours « Ah, ce qui compte, c'est la liberté de penser. » Ben non, on pense ce qu'on veut, personne n'est... Enfin, on vous empêchera jamais de penser ce que vous avez envie de penser. Ce qui est important, c'est la liberté d'expression, de dire ce qu'on pense. Et c'est pour ça que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est symbolique. Quand on dit « Nous ne sommes plus dans le monde profane », quand on est en loge, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et c'est pour ça qu'il faut un volume de la loi sacrée, parce que la loi que nous avons à respecter dans nos loges de Saint-Jean, c'est pas la, je vais choquer, je vais vous choquer, désolé. C'est pas la loi des hommes, c'est pas la loi de la République, c'est la loi sacrée. Pendant le temps de la loge. Ce qui veut dire que vous avez le droit de tout dire en loge. Y compris, tant pis si je choque encore, y compris ce qui, dans le monde profane, vous vaudrait des ennuis. Vous pouvez tout dire dans une loge maçonnique. Parce que vous êtes un homme libre. Et parce que vous êtes sous... parce que si vous regardez les 50 années qui viennent de se passer, quand vous regardez la loi, les lois de la République qu'on respecte dès qu'on sort, je parle là du temps sacré entre quand le rituel d'installation est fini et quand le rituel de sortie est fini. Après, on revient dans le monde profane et on est soumis aux lois, évidemment, aux lois des hommes, aux lois de la République, aux lois de tout ce qu'on veut. Je parle de l'espace sacré entre les deux. Oui, là, on est libre de tout dire, de tout penser, parce que, comme vous le savez, chez nous, il n'y a pas de dialogue, on s'adresse au vénérable maître, donc il n'y a pas de... On se chamaille pas. Et on peut, en effet, apprendre, et c'est ça qui est bien. On est dans une société où, quand vous êtes sur Facebook, ou quand vous êtes dans tous les réseaux sociaux, on vous suggère que ce que vous aimez. Vous achetez, vous achetez sur Amazon le Capital de Marx parce que on vous le demande à l'université. 2 heures après, vous allez recevoir une publicité pour le dernier livre de Jean-Luc Mélenchon. Parce que on vous envoie du semblable. Et c'est ça qui est passionnant dans une loge maçonnique, c'est que vous avez du pas semblable à vous. Et d'ailleurs, parce que ça m'est parfois arrivé, quand vous voyez, alors je vais vous le faire dans les deux sens, on se croise dans la rue, dans le monde profane, avec un ami ou avec notre femme ou avec nos enfants. On croise et puis on dit, mais tu le connais, ce gauchiste, là? Et à l'inverse, mais tu le connais, ce vieux réac, toi qui es de gauche, ou tu le connais, ce gauchiste, toi qui es pourtant bien à droite, tout ça, mais qu'est-ce que tu as à leur dire? C'est ça, dans nos loges maçonniques. On a un temps où on peut tous dire et où on va apprendre avec ceux qui sont différents de nous. Merci. Écoutez, il est 10h moins 10, là, je propose qu'on en reste là, ce qui donne un peu de temps pour... Gilles doit partir à 10h. Bien, c'est formidable, on est synchrone. Pour échanger de manière informelle autour d'un café, acheter le magnifique ouvrage et le faire signer. Juste une phrase de conclusion. Oui. Je peux faire une phrase de conclusion? Tout est dans tout et vice-versa. Comme dit mon très cher frère et ami Philippe Benamou, mes livres, il est important que vous les lisiez, c'est bien, mais surtout, les avez-vous achetés? Voilà. Pardon pour cette conclusion. Non, je vous en prie. Donc, merci à tous. C'était notre dernier petit déjeuner de l'année, on va dire, conçu comme année scolaire. Et on se retrouvera en septembre pour des petits déjeuners mensuels, sans doute avec comme fil directeur l'engagement.
mais avec des conférenciers que je n'ai pas encore choisis. Si vous avez des idées, conférenciers, vous pouvez m'envoyer un mail, enfin sur le mail culture, là, qui vous envoie les invitations à ces séances. Voilà, je vous remercie tous. Merci Jean-Laurent. Bravo. Merci à vous d'être venus par la canicule tôt le matin pour parler de l'initiation. Bonne journée, à bientôt.